Vous savez que quand on interroge ceux qui prévoient l'avenir, et notamment les démographes, on nous prévoit à l'horizon de 30 ans 10 milliards d'habitants sur Terre et 70 à 80% de ces habitants vivant dans des villes. Donc évidemment, la problématique de la ville du futur, de ce que prévoit l'avenir, de ce que nous ferons dans ces villes et comment on y vivra, eh bien c'est déjà pleinement d'actualité. C'est ce que je vous propose d'évoquer ce soir. Patrick Ollier, j'ai envie de commencer avec vous tout simplement parce que le Grand Paris, ça fait quelque part des années qu'on en parle et on a l'impression que c'est compliqué à mettre en route. Et finalement, vous êtes l'homme de terrain, vous êtes le politique au cœur du dispositif et c'est un projet politique. D'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous et merci pour votre accueil. Je vais essayer, puisque c'est le 10 ans de l'Agora Immobilier, de parler justement de l'intérêt de la métropole du Grand Paris, et non pas du Grand Paris, oui, de la métropole par rapport à l'immobilier, car vous êtes intéressé. Mais oui, c'est un projet politique, mais c'est très simple. La métropole du Grand Paris, c'est une intercommunalité, une petite intercommunalité de 131 villes et de 7 millions d'habitants. Ce n'est que ça. En vérité, c'est une intercommunalité énorme, bien sûr, qui est le résultat, alors je ne sais pas si c'est maintenant qu'on peut le publier, parce que j'avais fait faire un dessin. Oui, voilà. Je voulais passer à la fin, mais on peut le passer au début. On peut mettre maintenant. Qui est le résultat de l'évolution, pour être simple, de la zone dense de Paris sur 2000 ans. Oui. Et on commence par Lutèce, là vous voyez, ça s'appelait Paris, 38 hectares. Et après, Paris grandit, parce que la zone dense grandit, ça s'appelle la zone dense. Il y a les fortifications de Philippe Auguste, l'enceinte de Charles X, on arrive au mur des fermiers généraux de Louis XVI. Là, on est à 3370 hectares, ça s'appelle toujours Paris, parce que la zone dense grandit. Mais à l'époque des rois et des empereurs, il n'y avait pas de problème de démocratie. Ça s'appelait Paris, en point, c'est tout. On arrive aux fortifications de Thiers, là, c'est 7000 hectares, c'est toujours Paris. Et puis en 1990, le boulevard périphérique, vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. C'est toujours Paris, mais Paris est à l'intérieur du boulevard périphérique. Et à partir de là, la zone dense continue de grandir. Elle ne s'appelle plus Paris. Parce que les maires sont là, ils sont élus au suffrage universel, et que le dernier qui a pu intégrer des communes dans l'agrandissement de Paris, c'est Thiers à l'époque, Passy, Auteuil, etc. Parce qu'à l'époque, on ne discutait pas. Voilà, maintenant, avec les maires, c'est plus difficile. Et la zone dense grandit, c'est en rouge, oui. La totalité de la zone rouge, et elle est de 90 000 hectares. Donc on a fait en 2000 ans, on est passé de 9 hectares à 90 000 hectares, 10 000 fois. Et c'est la zone dense. C'est-à-dire, c'est la démonstration que c'est la ville de Paris qui a grandi, et elle ne peut être gérée que par les maires qui ont l'autorité sur leur territoire pour gérer la quotidienneté, pour gérer la proximité, mais aussi pour gérer la stratégie, la coordination et l'harmonisation sur l'ensemble, car on ne peut pas imaginer qu'il y ait un ensemble de 131 villes et 7 millions d'habitants sans qu'il y ait une gestion globale. Oui. Donc la métropole, elle est là pour faire la gestion globale, avec une vision d'ensemble, et discuter avec les maires, parce qu'il vaut mieux discuter avec un président, un bureau ou un conseil métropolitain, plutôt qu'avec 131 maires différents, parce que c'est plus compliqué. Oui. Alors quand on me dit que la métropole, ça complique les choses, moi je pense que c'est plutôt une simplification. Et cette évolution va nous permettre, et on va en parler dans le débat je pense, de faire la démonstration que non seulement, alors ça fait un an, il y a 4 jours que la métropole existe. Il y a un an, on lui a donné vie. On a engagé, alors j'ai fait quelque chose qui va peut-être vous surprendre, la droite et le centre, nous sommes majoritaires. Et j'ai refusé qu'on exerce le pouvoir majoritaire, parce que nous construisons quelque chose d'historique, et les citoyens pour lesquels on travaille, ces 7 millions, n'ont pas besoin qu'il y ait une opposition qui s'oppose à une majorité, car nous sommes dans la construction, c'est long, c'est difficile, il vaut mieux qu'on soit tous ensemble. Donc on a créé une gouvernance partagée, j'en suis le président, mais j'ai des vice-présidents communistes, il y en a 3, il y a des vice-présidents socialistes, il y en a 6, il y a des vice-présidents centristes, il y en a 3, et il y a tout le reste qui sont des vice-présidents républicains, heureusement, et j'en suis le président. Et ça marche. Oui. C'est-à-dire qu'on a réussi, Anne Hidalgo est ma première vice-présidente. Et ça se passe bien. Elle n'est pas républicaine et je ne suis pas socialiste. Et ça marche. Ça marche parce qu'on a laissé la politique au vestiaire et on ne s'intéresse qu'à ce qui est d'intérêt général pour construire le plus vite possible cette énorme machine. Voilà. Alors, si vous voulez bien, on abordera, puisque vous êtes tous spécialistes dans l'immobilier,
la cerise sur le gâteau de la création. Je ne vais pas vous ennuyer avec tout le problème de la mise en place des structures, des commissions, du budget. On a dépensé 30 millions d'euros récemment pour donner des subventions à des communes. On commence à investir, on commence à faire du anti-bruit. On parlera aussi des 59 projets qui vont voir le jour dans les semaines qui viennent. Je souhaite vous parler surtout ce soir du concours Inventant la métropole du Grand Paris, parce que non seulement vous êtes concernés, mais c'est le plus grand concours d'urbanisme et d'architecture d'Europe et même peut-être du monde. Et justement, dans ce concours Inventons la métropole du Grand Paris, nous avons mis dans le cahier des charges l'ensemble des nouvelles technologies, des nouveaux usages qui permettent effectivement d'être dans le cadre de autant de signaux que l'on va faire avec ces 59 projets qui vont structurer sur le plan de l'architecture la métropole du Grand Paris et qui vont, par leur audace et leur modernité, intégrer tout ce que vous venez de dire, parce que pendant même le déroulement du concours, on va, dans les 4 mois qui viennent, intégrer de nouvelles technologies qui, aujourd'hui, sont expérimentales, qui, dans 4 ou 5 mois, pourront être plus opérationnelles. Nous sommes là-dessus, totalement. Et on souhaite que ce concours, j'aimerais qu'on en parle un petit peu quand même, parce qu'il est extrêmement important. On va quand même construire 230 hectares, ce n'est pas rien. Ce concours est l'occasion de mettre exactement ces nouvelles technologies en fonctionnement dans l'ensemble de l'aire métropolitaine, grâce à l'audace des architectes et des aménageurs qui nous ont fait l'honneur de répondre présent, et vous êtes un certain nombre ici présents, car sur 59 sites que nous avons lancés à la consultation, nous avons reçu 420 dossiers pour 59 sites. Je n'aurais jamais cru que cela puisse vous intéresser autant. J'en suis très heureux. Et à partir, j'ai commencé, je continue. À partir de la semaine prochaine, mardi, je réunis le jury qui va se réunir pendant 3 semaines non-stop, tous les jours, de 9h du matin à 21h, et qui va avoir à éliminer 220 dossiers pour garder en gros les 180 meilleurs qui vont concourir pour la deuxième étape qui se terminera au plus tard au mois de septembre prochain, où là, on retiendra un lauréat par site, c'est-à-dire les 59 lauréats. Ça devient donc très concret. Et on va parler ensemble on est en plein dedans, là, de ce que vous pouvez rêver pour cette ville de demain. Les transports, l'immobilier, c'est crucial évidemment pour bâtir la cité de demain lorsqu'il y a des millions de gens à intégrer. Vous me disiez, pas seulement, vous pensiez à quoi en plus? Il y a la performance énergétique, il y a la mixité des usages, etc. etc. Et que tout ceci rentre dans le cadre d'une idée qu'on pourrait avoir, nous, à la métropole, c'est de modéliser ce modèle de ville pour travailler avec des outils extrêmement performants que sont les algorithmes et qui peuvent là nous aider et nous apporter effectivement, à partir de ce que vous venez de dire, des facilités absolument extraordinaires. Mais avant d'en arriver à utiliser toutes ces nouvelles technologies, il faut peut-être commencer par construire la ville. Oui. Il faut mettre la charrue avant les bœufs. Et là, on construit comment? On prévoit les prises pour le futur? Non, j'en reviens au concours dont je voudrais quand même parler. Oui. Parce que ça concerne les responsables de l'immobilier qui sont là. Et je voudrais leur dire quelques mots là-dessus. Car ce que nous avons engagé, quand même, je répète, le plus grand concours européen d'urbanisme et d'architecture. Je suis allé au Japon chercher des investisseurs. Je préférais les trouver en France. Passage. On a réuni des Chinois. Avec Business France, etc. Et je préfère aussi les capitaux français aux capitaux chinois. Donc j'invite les personnes qui sont susceptibles de s'intéresser à ce concours. Là maintenant c'est fini pour la première phase. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on va lancer, parce que nous avons eu en vérité 112 sites, pas 59, 112. Et que je n'ai pas voulu lancer les 112 d'un seul coup, parce que ça aurait complètement saturé votre capacité à investir. Et déjà que sur les 59, c'est un grand succès d'avoir 420 dossiers, mais c'est quand même très limite. Et vous leur demandez quoi? Donc, alors on va lancer la deuxième étape, c'est pour ça que je voulais informer, c'est un scoop que je vous donne. On va lancer la deuxième édition du concours en juin prochain. C'est-à-dire que j'ai eu une réunion ce matin avec Guillaume Pépi, et j'en ai eu une autre avec Madame Borne aussi avant-hier, la RATP. Donc ça, c'est RATP et SNCF. Oui, SNCF, pour que l'on règle les problèmes de propriété foncière sur les 60 sites qui nous restent en réserve, parce que beaucoup sont concernés par la SNCF et par la RATP. On va régler les problèmes. Et je vous annonce qu'en juin prochain, nous allons lancer à nouveau 60 sites, comme cette fois-ci. C'est-à-dire quasiment autant, à nouveau, 250 hectares à construire de plus.
Donc c'est considérable. Mais là, il faudra que les capitaux soient au rendez-vous. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place les nouvelles technologies dont vous parlez, et j'apprécie beaucoup ce que M. de René nous explique, et d'ailleurs vous pourriez peut-être venir dans notre jury d'Inventons la Métropole pour vérifier si c'est... Thomas, il faudrait y penser peut-être. L'invitation est lancée. Parce que c'est un expert qui nous serait utile pour que l'on fasse en sorte de lancer la deuxième phase. Car quand on aura fait tout ça, on aura quand même fait quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, on lance une tour maraîchère à Romainville. C'est quand même pas rien. Ça n'existe pas dans la région Île-de-France, une tour maraîchère. Donc on a mis 1 million d'euros pour voir, c'est comme au poker. Et on espère que cette tour maraîchère va exister. Mais vous voyez qu'on s'inscrit dans des logiques nouvelles de développement à base des nouvelles technologies et à base d'idées qui sont vraiment des inventions extraordinaires qui, si on en avait parlé il y a 10 ans, auraient fait rigoler tout le monde. Oui. Et personne n'aurait misé un copec là-dessus. Alors aujourd'hui, on va la construire, cette tour maraîchère. Donc nous sommes en plein dans la modernité et j'espère que ça vous sera utile parce qu'avant de mettre en place ces systèmes, je répète, il faut des investisseurs et il faut qu'on puisse lire grâce au smartphone le prix du mètre carré des immeubles qui vont être vendus. Si je peux me permettre, il ne faut pas faire l'un après l'autre. Il faut construire et déjà avoir la logistique numérique dedans. Ça marche ensemble. C'est dans le cahier des charges. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Drôle, je vous rassure. C'est pas séparé. C'est dans les cahiers des charges du concours. Hein. Et il y a des projets, c'est vrai, vous le disiez, qui datent des serpents de mer. Pour rigoler, Thomas, on a un local qu'on vient d'aménager et qui est un smart local, hyper moderne. Hyper moderne. Pas un bouton, rien, et on passe notre temps à taper dans les mains pour que ça se rallume, parce que ça s'éteint au bout de 3 minutes, et on passe notre temps à se geler, parce que ça chauffe à côté. Ça. Donc il y a encore c'est un peu expérimental. Il y a encore aussi une certaine expérimentation à faire avant que tous ces systèmes fonctionnent bien. Je voudrais parler du Brexit. On va en parler après. Tout à l'heure, M. Alouche a dit quelque chose qui m'a choqué, je voudrais lui répondre. On va en parler après, je vous le promets. Simplement, je disais, il y a des vieux serpents de mer aussi qui sont lancés, comme le transport fluvial de personnes. Ça c'est pareil, ça y est, on l'a officialisé il y a quelques semaines, alors qu'on en a parlé. C'est la métropole qui a lancé l'idée. Absolument, absolument. Et quand je préparais également avec vos équipes, Patrick Ollier, il y a des logements modulables qui se mettent en place dans les projets que vous avez. C'est-à-dire on mutualise une chambre, une buanderie au sein de grands espaces immobiliers. On est quand même dans cette idée d'une économie du partage où on mutualise certains services. Il y a la mixité des usages et des modifications importantes qui découlent de tout cela. Ce que vous avez dit tout à l'heure dépend du gouvernement, je tiens quand même à le dire. Hein. Oui. La stabilité fiscale, je suis hyper d'accord avec vous. Mais malheureusement, on a un gouvernement qui a encouragé plutôt la déstabilisation de la fiscalité. Alors j'espère que ça changera, je ne sais pas quand, mais je l'espère de tout cœur. Parce que quand je suis allé au Japon voir les investisseurs japonais, ils m'ont dit en France, 2 problèmes pour nous, sécurité et fiscalité. Oui. Voilà. Alors, on a expliqué que la fiscalité sera stable avec le gouvernement que nous avons aujourd'hui. Pardon s'il y a des membres du gouvernement ici, je ne peux pas le garantir. Bien, plus tard peut-être. Mais si on n'est pas capable de mettre en place une législation fiscale durable, pérenne, nous ne sortirons pas de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Réduite aussi. Quel que soit. Oui, réduite, bien sûr. Du monde, hein. Ce matin, en commission des finances à l'Assemblée, on parlait de l'impôt sur les sociétés. Vous voyez, et M. Didier Migaud, qui est venu, le président de la Cour des comptes, nous expliquait que nous étions dans le haut du tableau de tous les pays européens, etc., etc. Donc on est en plein dedans. Mais il faut qu'il y ait un changement politique pour qu'on réussisse à changer ce genre de choses. Donc on n'est pas là ce soir pour ça. Moi, je voudrais en revenir à la métropole parce que je suis chargé de construire la métropole du Grand Paris. Et je voudrais revenir à ce que vous avez très bien dit, c'est que dans le cahier des charges de notre concours, tout ce que vous avez dit est intégré. C'est-à-dire que nous avons demandé aux aménageurs et aux architectes d'intégrer tout ce qui a été dit dans le cahier des charges. J'allais même aller plus loin que vous. Tout à l'heure, on parlait de la Wi-Fi. Ben, nous, on a mis la Li-Fi dedans. La Li-Fi, c'est-à-dire par la lumière. C'est-à-dire la transmission des ondes par la lumière. Ouais. Et les informations, le haut débit juste pour montrer que j'ai un point d'avance sur vous, c'est pas mal. Et oui, c'est Marc Rosenbach qui a lancé cette affaire de Li-Fi en France. Idée française, je crois, d'ailleurs. Oui, on était avec lui la semaine dernière. Et oui, d'ailleurs, dans les tunnels du métro, grâce à la lumière, on pourra avoir le téléphone qui marchera, alors qu'aujourd'hui, c'est un peu risqué avec la Wi-Fi. Bien. Et donc, on a intégré également cette Li-Fi et on a demandé que dans tous les bâtiments construits, on utilise cette nouvelle technologie. Donc, simplement pour vous dire qu'on est dans le coup. Voilà. Et sans doute que c'est un peu au bout de la région,
de cette grande région d'Île-de-France. On évoque le Brexit, mais est-ce que c'est aussi le signe qu'on est dans une concurrence aujourd'hui entre ces grandes villes, ces grandes cités, ces grandes agglomérations qui se créent, et que là, avec le Brexit, il y a un coup à jouer pour la métropole du Grand Paris? On va revenir à la construction de la métropole. J'espère qu'avec le modèle que je vous ai présenté, on comprend que cette zone dense, elle existe partout. À Mexico, elle existe, comme à Séoul, comme à Pékin, comme à Londres, hein, et comme dans toutes les grandes capitales. C'est-à-dire que les villes n'ont pas grandi, mais la zone dense a grandi, et c'est ça les métropoles. Donc nous sommes la seule métropole monde en France. Il y a 15 métropoles, Marseille, Lyon, etc. Mais la métropole du Grand Paris est la seule ville-monde en France. Et bien sûr, nous sommes en compétition avec les autres. Quand on pense que New York a le PIB de l'Australie, hein, que Seattle, qui est aussi une métropole, a le PIB d'Israël, eh bien la métropole du Grand Paris a le PIB de la Belgique. C'est quand même pas rien. 4 millions d'emplois, etc., 1 million d'entreprises. Donc tout ceci, nous sommes en train de construire l'écrin qui va permettre de présenter le joyau. Parce qu'il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien. Il n'y a toujours rien tant qu'il n'y a pas la métropole. Il faut bien que cette unité de vision globale de l'ensemble, avec les maires qui sont là pour commander sur leur territoire, puisse exister. Elle existe. Alors qu'on nous aide à la construire et qu'on nous fiche la paix avec les querelles sémantiques sur les concurrences entre les uns et les autres. Il y a la métropole de Marseille qui existe dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a même la métropole de Nice, il y en a deux. Il n'y a aucun problème avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne sais pas pourquoi il y aurait un problème avec la région Île-de-France. Hein? Donc, nous sommes dans les villes-mondes et nous sommes dans les concurrences des villes-mondes. Et ce que nous voulons, c'est être capable de construire avec cette métropole du Grand Paris la ville-monde française qui se rentrera dans cette compétition internationale. Et Anne Hidalgo, avec Paris, a lancé le C40, c'est-à-dire la réunion des 40 le maire de Séoul, le maire le patron de Mexico, c'est un gouverneur, etc. Ils ont lancé, il y a 3 ans, 4 ans à peu près, les 40 plus grandes villes du monde. Ils appellent ça le C40. Bien, eh bien, très courtoisement, parce qu'elle aurait pu ne pas me le proposer, mais elle m'a dit maintenant que la métropole qui est le président, c'est toi qui dois siéger au C40, ce que je fais bien volontiers d'ailleurs, et avec elle à mes côtés, puisqu'elle est chargée de relations internationales. Mais c'est vrai que nous intégrons le club de ces villes, et nous n'existions pas avant avec eux. Ils regardaient Paris comme étant un microscope de 2 millions d'habitants intramuros au sein du boulevard circulaire. Oui. Donc on intègre aussi une nouvelle dimension de développement au niveau de l'international, et je pense que c'est bien que la France prenne position dans ce cadre-là aussi. Et par rapport au Brexit, c'était clair, c'est-à-dire que à Davos, voilà. Je voulais dire quelque chose. Le C40 je ne comprends pas ces oppositions politiques. Moi, je n'en ai pas vu. Ce que vous avez dit tout à l'heure. Parce que le guichet unique, nous l'avons mis en place ensemble. Région, ville et métropole. Non, sur initiative du Premier ministre, Manuel Valls, dans son bureau. Il y avait Pécresse pour la région, moi-même pour la métropole. Il y avait bien sûr l'État. Et il y avait la ville de Paris. Il y avait Anne Hidalgo. Et on a décidé de mettre en place ce guichet unique. Nous l'avons fait. Et il est dans le 19e, dans les locaux de Paris Région Île-de-France, parce que c'est effectivement cette association qui dépend de la région qui nous a prêté les locaux. Et on a décidé que chaque entité mettait un personnel. Nous avons mis un personnel, chacun, l'État, la région, a mis, la ville de Paris, une personne. Ça marche bien, le guichet unique. Et justement, nous sommes lundi à Londres, avec Europlace. Je pars avec Mestrallet, il y a Valérie Pécresse, et puis je ne sais pas qui encore vient avec nous. J'ai en profité pour rencontrer le maire de Londres, président de la métropole de Londres aussi. Mais on va à Londres avec Mestrallet, avec Europlace, pour justement, avec l'ambassade de France, valoriser le travail du guichet unique qu'on a mis en place, pour démontrer que nous sommes tous unis pour défendre les intérêts de la France dans les conséquences du Brexit, et que nous préparons, et nous avons préparé, nous le faisons tous les jours, l'accueil des entreprises qui, pour des raisons X, Y ou Z, auraient envie de quitter l'Angleterre pour venir chez nous. On ne veut pas entrer en compétition avec les Anglais, on ne veut pas offenser les Anglais en montrant le drapeau français, ce n'est pas du tout le but. C'est simplement être accueillant pour ceux qui voudraient venir chez nous et leur mettre en place un système qui permet de leur présenter des terrains s'ils veulent construire, de leur présenter des locaux s'ils veulent s'installer dans les locaux qui existent, etc. etc. Ça s'appelle le guichet unique. Donc on l'a fait, il n'y a pas eu d'opposition politique. Il y a eu une discussion qui a duré 2 mois sur le nom du guichet unique qu'on devait avoir. Bon, parce que les uns voulaient un nom, les autres un autre nom. Il a fallu 2 mois entre Français et Gaulois pour se mettre d'accord. Je trouve que c'est plutôt pas mal.
vous qui êtes un homme politique depuis de nombreuses décennies maintenant, à tous échelons, c'est pas du tout, c'est pas du tout péjoratif, hein, au contraire. C'est vrai que vous avez, avec la métropole du Grand Paris, un projet politique absolument extraordinaire là, à enclencher. Vous quittez le Parlement pour justement vous investir totalement dans ce projet. Vous avez l'air de dire que je suis un vieillard. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je me suis rendu compte que c'était pas très adroit, mais c'était pas l'objet. Non, mais c'est pas maladroit non plus, parce que c'est vrai. Bon, donc j'aurais très bien pu me représenter à l'Assemblée, ouais. Puisqu'il y a 30 ans que je suis député, c'est vrai, et j'ai tout fait dans ce métier, même président de l'Assemblée. Ouais. C'est pas le problème. Le problème, c'est que je renonce à mon mandat parlementaire, je l'ai annoncé publiquement, parce que je vais aller jusqu'au bout de la logique de la construction de la métropole. Donc je dis bien que chacun ici comprenne que si je fais ça, parce que par rapport à la carrière, pas importante, toute petite carrière, mais enfin que j'ai depuis une trentaine d'années, c'est pas pour rien, et c'est pas pour rentrer dans un mur. C'est pas non plus pour faire tourner les ailes du moulin à vent. C'est pour simplement construire quelque chose qui est d'intérêt général, et pour une fois, le construire tous ensemble dans l'intérêt de la population, avec bien sûr toutes les nouvelles technologies en pointe, etc. Et dans notre concours Inventons la métropole, par exemple, là, on va s'occuper de la GEMAPI. Personne ne sait ce que c'est que la GEMAPI ici. La métropole est responsable, en dehors des Jeux Olympiques, des expositions universelles, de la lutte contre les inondations. Eh bien, on est en train de créer un syndicat qui va jusqu'à la Haute-Marne pour pouvoir faire en sorte de mettre en place la construction des équipements nécessaires, ossements de barrages, barrages nouveaux, lacs de rétention nouveaux, pour essayer d'éviter, là je croise les doigts tant que faire se peut, que la crise centenale, est-ce qu'on aura le temps de le faire avant, je n'en sais rien, mais jusqu'à présent, personne n'a voulu coordonner tout cela, nous on va le faire. Et on est en train de le faire pour faire ces équipements qui éviteront une catastrophe pour les villes riveraines de la Seine et de la Marne le jour où ça arrivera. Voilà, on s'occupe aussi de ça. Donc on est dans la quotidienneté de ces 7 millions d'habitants. Inventons la métropole, c'est extraordinaire comme aventure. C'est vrai que c'est l'urbanisme, c'est le commerce, c'est le logement, c'est les nouvelles technologies. Bravo. Mais il n'y a pas que ça. Il y a toute la construction d'une ville nouvelle de 7 millions d'habitants qui peut-être dans 50 ans s'appellera totalement Paris. On repart de Lutèce pour que la métropole un jour s'appelle Paris. Moi, je ne souhaite pas que Rueil-Malmaison soit un quartier de Paris. Hein. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais je ne serai plus là, donc je n'en voudrais pas à ceux qui le décideront. Merci beaucoup, Joël Deronay. Merci aussi, Patrick Ollier. Et merci, Marc Toiti, pour votre participation à tous les trois. C'était passionnant. Je vous souhaite une très bonne soirée.